Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Dans quelques instants, l'eurodéputé Nicolas Bay sera mon invité, l'occasion d'évoquer le bras de fer entre l'Union européenne et la Turquie et la crise migratoire en Europe. Les pères fondateurs de l'Europe, nous vous parlerons de Paul-Henri Spaak, l'un des premiers hommes politiques à avoir eu une vision de coopération européenne. Voyagez dans l'assiette, vous découvrirez un plat typiquement britannique, le fish and chips. Les expressions populaires, pleuvoir en abondance, les Français disent pleuvoir comme vache qui pisse, pour les Grecs, il pleut des pieds de chaise. Que dit-on ailleurs? C'est ce que vous verrez à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Comment intéresser les jeunes et les personnes isolées aux questions de l'Europe et pourquoi faut-il s'intéresser à l'Europe? Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Olivier Janouex, chargé de mission à la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de l'année, la Maison de l'Europe des Yvelines organise plusieurs événements et actions autour de l'Europe. Quels sont les objectifs de la Maison de l'Europe des Yvelines? La Maison de l'Europe des Yvelines a pour objectif en fait d'informer et de renseigner et surtout de sensibiliser les gens à l'Europe. Et donc pour cela en fait on met en place différentes actions. On a des actions d'information. Donc par exemple on organise des animations dans les établissements, on fait des événements grand public. On organise aussi des projets où en fait on va envoyer des personnes par exemple en stage professionnel ou en mission de volontariat grâce aux programmes européens. Et que vous avez mis en place un nouveau projet, l'Europe on Live, LYVE. À quel besoin répond ce projet et comment a-t-il pu être mis en place? En fait, ce projet s'inscrit dans une réflexion plus globale qui a lieu au sein de l'Union européenne qui s'appelle la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est un grand exercice démocratique qui est impulsé par les institutions européennes et qui vise en fait à réformer l'Union européenne et à demander l'avis des citoyens pour savoir vers quelle Europe ils souhaitent aller. Et pour cela, en fait, les institutions européennes ont mis en place des appels à projets qui permettent en fait de soutenir des associations, des organismes qui souhaitent organiser des activités au niveau local. Et donc plus concrètement, nous en fait on a répondu à un appel à projet organisé par la représentation en France de la Commission européenne. Et donc ils ont choisi de nous soutenir pour le projet Europe on Live. Alors l'objectif du projet est d'intéresser les jeunes et les gens éloignés à l'Europe et aux questions de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que les Français ne s'intéressent pas assez à l'Europe? En fait, si les Français s'intéressent beaucoup et on se rend compte que nous, par rapport en fait aux questions qu'on reçoit, nous à la Maison de l'Europe des Yvelines, on se rend compte qu'il y a un véritable intérêt. Mais la grande difficulté, c'est que voilà, s'il y a un intérêt, la difficulté en fait que rencontrent certains de nos concitoyens, surtout quand ils sont assez éloignés, c'est qu'en fait l'information ne vient pas forcément à eux facilement, dans le sens qu'ils ne vont pas forcément ils vont pas avoir la démarche d'aller chercher par eux-mêmes l'information, par exemple de nous envoyer un mail, de nous contacter ou par téléphone ou d'aller regarder sur les réseaux sociaux ou ainsi de suite. Et donc l'objectif de ce projet, c'était en fait d'inverser d'inverser le problème, du moins de résoudre le problème en leur permettant d'avoir accès beaucoup plus facilement à ces informations. Alors justement, l'Europe, c'est quoi? On voit que certaines personnalités politiques souhaitent faire sortir la France de l'Europe, pendant que d'autres voudraient renforcer l'importance du pays au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Europe, c'est finalement un fondement politique ou est-ce qu'il y a aussi cette volonté de créer un lien fort entre tous les pays? À la base, c'est les deux. Concrètement, historiquement, quand on regarde les raisons pourquoi on a fait l'Union européenne, c'est très simple, c'est pour éviter la guerre entre les États. Alors ça peut paraître redondant pour beaucoup, mais il faut le rappeler, on a eu la Seconde Guerre mondiale, on a eu 60 millions de morts, ça a été un carnage, un carnage humain, ça a été un désastre humain et on s'est dit plus jamais ça. Et donc pour cela, on a mis en place différentes initiatives, on a eu le Conseil de l'Europe qui a pour vocation de garantir les droits de l'homme et on s'est dit, certains États ont décidé d'aller plus loin en se disant, on va essayer d'éviter que les guerres puissent réapparaître sur le territoire européen. Et donc on va aller un peu plus loin et donc on va essayer déjà de créer une union économique et en fait qui va permettre vu qu'on se rend interdépendant économiquement des autres pays, ça va nous
je schématise, voilà, mais vu qu'on a ce lien d'interdépendance, ça permet d'éviter de ça permet d'éviter de se refaire la guerre. Une fois qu'on a fait cette union économique, c'est très bien, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que via cette union économique, on avait notamment ce qu'on appelle la libre circulation, notamment des travailleurs puis des citoyens, et qui en fait, on s'est surtout rendu compte que les citoyens se déplaçant beaucoup plus facilement dans un autre pays, des liens beaucoup plus forts ont été créés, et on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir capitaliser dessus et de pouvoir dépasser le stade économique pour aller vers une Europe beaucoup plus sociale, beaucoup plus humaine. Alors pour votre projet l'Europe on Live, vous avez décidé de mettre en place un partenariat avec Radio Sensation pour l'émission Parlons Europe. Alors est-ce qu'aujourd'hui les médias doivent aussi jouer un rôle dans ces questions de l'Europe et pour informer justement les citoyens sur les questions de l'Europe ? Idéalement, nous on aimerait bien que les médias jouent un rôle, et puis nous en fait on est très content du partenariat qu'on a avec Radio Sensation, parce que comme je vous le disais précédemment, on a beaucoup de citoyens en fait qui nous font remonter qu'ils n'ont pas forcément accès, qu'ils n'ont pas forcément accès à l'Europe. Et quand on regarde, alors on va dire les grands médias ou les médias traditionnels, notamment lesquels ou du moins tout le monde est connecté quand on va au travail, qu'on rentre du travail ou qu'on est dans les transports en commun, on se rend compte que on entend très peu parler d'Union européenne, alors sans forcément rentrer dans de la communication, ou pour dire l'Union européenne c'est très bien, c'est pas bien ou quelque chose comme ça, mais parfois il y a des textes qui sont votés au sein de l'Union européenne et on n'en entend pas forcément parler dans les grands médias, et c'est dommage parce que ça crée des droits, ça crée des obligations et ça crée des opportunités qui sont extrêmement intéressantes pour les citoyens européens. Par exemple, la semaine dernière a été organisée ce qu'on appelle la semaine européenne de la jeunesse, qui est en fait un grand événement de promotion, de mise en avant des programmes européens en matière de volontariat, et ça c'est dommage en fait que ça n'ait pas été plus médiatisé que ça au niveau national, parce qu'en fait on se rend compte que ça s'inscrit parfaitement dans la volonté politique du gouvernement, notamment dans son plan Un jeune, une solution, parce que des opportunités de volontariat, notamment pour des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou qui ont une très mauvaise connaissance de la langue, le fait de pouvoir aller faire du volontariat quasiment gratuitement et quasiment tout frais payé par l'Union européenne, c'est une véritable opportunité pour ces jeunes, et notamment suite à la période difficile qu'on a connue avec le Covid, toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour pouvoir essayer de remettre le pied à l'étrier. Alors quelles seront les thématiques ou les sujets qui seront évoqués pendant ce projet justement l'Europe on Live ? Alors sur notre projet Europe on Live, donc on va avoir différentes thématiques. On a alors une première thématique qui va concerner en fait la question de l'évolution de la non-discrimination, notamment pour les femmes et les communautés LGBT. Donc ce qu'on appelle la non-discrimination, c'est le fait qu'elle soit traitée de la même manière que n'importe qui, par exemple. Et dit comme ça a l'air très théorique, mais c'est très pratique. C'est par exemple la question de l'égalité salariale, la question, par exemple, quand une personne va porter plainte parce qu'elle a subi une discrimination, qu'elle a subi une violence ou quelque chose comme ça, que c'est aussi l'État qui s'engage par derrière à donner suite à cette plainte, à donner des mesures de protection à la personne et ainsi de suite. Et on se rend compte, surtout suite aux différents mouvements qui sont apparus sur les réseaux sociaux et qui ont permis en fait une expression beaucoup plus libre des différentes discriminations vécues par différentes communautés, que c'est important, c'est un sujet qui est important, et l'Union européenne a mis en place différentes initiatives pour aider à favoriser le travail, pour aider à favoriser justement une meilleure reconnaissance en matière de non-discrimination. On a deux autres sujets qui vont être abordés. On a un premier sujet un deuxième sujet qui va concerner en fait tout ce qui est la protection européenne en matière de liberté d'expression. On entend souvent parfois des débats pour dire la liberté d'expression, on n'a plus de liberté d'expression, on peut plus dire, mais en fait pour d'autres il y a une très grande liberté d'expression et ainsi de suite. Et là ça va être l'objectif pour nous de justement parler de ce que l'Union européenne fait, comment on garantit la liberté d'expression au niveau européen, au niveau national, et sans forcément apporter une réponse définitive à la question, mais peut-être d'apporter un axe et d'apporter quelques éclaircissements pour montrer que
la liberté d'expression, c'est peut-être pas la notion telle qu'on l'imagine, et peut-être qu'il y a d'autres notions, et peut-être que ça recouvre une autre notion. Et enfin, un dernier sujet qu'on va aborder, ça va être donc, et là qui va s'intéresser plus particulièrement à la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, donc les évolutions à apporter en fait sur le fonctionnement des institutions, et où là, grosso modo, ça sera les citoyens qui pourront faire leurs suggestions et leurs propositions, que nous, on fera remonter après aux institutions européennes. Et alors très rapidement, est-ce que vous avez pu compter sur le soutien du FEDER pour mener à bien ce projet ? Alors le FEDER en fait n'est pas impliqué dans ce projet, parce qu'en fait le FEDER fonctionne pour des projets qui sont radicalement différents. Donc voilà, le FEDER n'a pas été impliqué du tout dans le projet. Merci beaucoup Olivier Janouex d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à la Maison de l'Europe des Yvelines. Il y aura aussi des événements, des événements comme des conférences débats lors de ce projet. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Paul-Henri Spaak, ce Belge né au 19e siècle, il est l'un des premiers hommes politiques à avoir eu une vision de coopération européenne. Son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Zone Europe sur Sensation. Paul-Henri Spaak est né le 25 janvier 1899 à Schaerbeek, Bruxelles. En 1916, Paul-Henri Spaak, âgé de 17 ans, se porte volontaire de guerre. Mais il est arrêté par les Allemands en tentant de passer en territoire libre et finit la guerre dans un camp de prisonniers. Après des études de droit, il se dirige vers une carrière d'avocat au barreau de Bruxelles. Il commence sa carrière politique en Belgique en 1932, où il occupe de nombreux postes ministériels, y compris la politique étrangère. Avec la Seconde Guerre mondiale, il est contraint de rejoindre l'Angleterre et devient membre du gouvernement belge exilé à Londres, où il fait campagne pour une alliance de l'Europe occidentale après la guerre. À partir de 1941, il fut l'un des promoteurs d'une union douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, d'où sont sortis les pays du Benelux en 1944, et dans une moindre mesure la communauté européenne. Spaak s'est fait connaître grâce à sa présence sur la scène internationale. Il a été le premier président de l'Assemblée générale des Nations unies, puis de nouveau ministre et chef du gouvernement belge de 1946 à 1949, et secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Il est à nouveau ministre des Affaires étrangères et rejoint le mouvement européen fondé en 1948 par des pionniers européens tels que Winston Churchill, Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi. Le mouvement rassemble des personnalités politiques et penseurs qui veulent construire et préserver l'Europe, ancrer la Belgique dans le camp des grandes puissances occidentales en formant une alliance entre la France et la Grande-Bretagne et en l'intégrant à l'OTAN. Il préside l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe de 1949 à 1951, où il défend le plan Schuman. Il démissionne après que la Grande-Bretagne le refuse. Il continuera de défendre l'approbation de la Communauté européenne de défense, CED, à la Chambre des représentants belges. Sa vision de l'Europe est qu'en créant des liens contractuels entre les pays, la paix serait maintenue. Il lutte activement pour la création de la CECA et d'un marché commun. Il est cependant contre une union politique confédérale à laquelle il préfère une supranationalité des institutions. Paul-Henri Spaak a joué un rôle essentiel dans la négociation du traité de Rome et la fondation de la Communauté économique européenne, CE. En 1965, il s'attache à résoudre la crise ouverte par la décision française de ne plus être membre du Conseil, crise de la chaise vide provoquée par Charles de Gaulle. Il se retire de la vie politique en 1966 et meurt le 31 juillet 1972 à Bruxelles. Son engagement pour la construction européenne lui vaut le surnom de Monsieur Europe. Il est considéré comme l'un des pères de l'Europe. Une aile du Parlement européen de Bruxelles porte son nom. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Nicolas B. Vous êtes député européen, vice-président du groupe Identité et Démocratie. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais d'abord qu'on parle de la Turquie et du bras de fer qui l'oppose à l'Union européenne. La Turquie est candidate pour adhérer à l'Union européenne, un processus qui est dans l'impasse. Mais la Turquie menace régulièrement l'Union européenne de laisser passer des millions de réfugiés bloqués à sa frontière. Récemment, l'Union européenne s'est accordée sur un budget de près de 14 milliards d'euros pour aider les candidats à l'adhésion à l'Union européenne, dont la Turquie. Quel est votre sentiment justement à ce sujet ? Mon sentiment, c'est que ça fait des années et des années que les citoyens européens, au travers des institutions européennes, payent des sommes considérables à la Turquie
dans l'espoir d'ailleurs de la faire adhérer, ce qui est totalement farfelu comme idée. La Turquie n'est européenne ni par son histoire, ni par sa culture, ni par sa géographie. Et par conséquent, bien sûr, nous devons avoir des relations privilégiées avec les pays qui sont immédiatement limitrophes de l'Europe, et la Turquie en fait partie, mais évidemment, elle n'a pas vocation à intégrer l'Union européenne, ou alors ça dénaturerait totalement une Union européenne dont tout le monde voit bien déjà qu'à la fois dans son fonctionnement comme de ses orientations politiques, elle est totalement en panne et totalement, inadaptée aux enjeux et aux attentes des citoyens. La Turquie a multiplié ces dernières années, sous l'impulsion d'Erdogan, les provocations à l'égard des pays européens, les forages illégaux dans les eaux chypriotes, les attaques contre la France directement sur une de nos frégates en Méditerranée orientale, le soutien aux factions islamistes en Syrie, le soutien aux islamistes en Libye, la déstabilisation de l'Arménie et l'hostilité à l'Arménie. Bref, la Turquie se comporte comme un adversaire. Donc il faut arrêter de traiter la Turquie comme un partenaire qui aurait vocation à intégrer l'Union européenne. On a déjà versé en 20 ans 50 milliards d'euros à la Turquie, au travers des fonds de préadhésion, au travers des fonds de contrôle de l'immigration et au travers des investissements de la Banque européenne d'investissement. Donc il faut sortir de ce schéma-là. Il faut sortir de l'impasse, puisqu'on voit bien que Erdogan fait du chantage. Eh bien, il faut mettre en œuvre des sanctions. Il faut mettre en œuvre des mesures de rétorsion. Par exemple, la Turquie est en union douanière avec l'Union européenne depuis 1995. Ça lui permet de faire un gros volume de son commerce extérieur vers le marché européen. Eh bien, supprimons ou remettons en cause cette union douanière, je pense que ça calmera les ardeurs d'Erdogan. Voilà. On a des moyens de rétorsion. Simplement, quand Ursula von der Leyen et Charles Michel viennent au nom des institutions européennes à Ankara, ils sont humiliés par Erdogan et ils sont incapables de tenir un discours de fermeté. Voilà. Vous pensez que là, il faut réagir tout de suite? Bien sûr, il faut avec beaucoup de fermeté. Et dire clairement que non seulement on n'accepte pas le chantage migratoire, qu'on va renforcer nos frontières extérieures, mais que de surcroît, on va traiter la Turquie comme un adversaire, si elle se comporte comme un adversaire. Et qu'on pourrait d'ailleurs commencer par remettre en cause la présence dans l'OTAN de la Turquie, qui pose évidemment un vrai problème, parce que la menace aujourd'hui pour les pays qui composent l'OTAN, c'est évidemment plus le bloc soviétique qui a disparu, ou la Russie qui ne constitue pas une menace. La menace, c'est l'islamisme. Et Erdogan aujourd'hui se comporte souvent comme un allié des islamistes et les soutient directement ou indirectement. Donc sa présence dans l'OTAN pose une véritable question, un véritable problème. Voilà, donc, et puis il faut évidemment multiplier les semonces à l'égard d'Erdogan et brandir les sanctions de manière très claire, ce qu'aujourd'hui les institutions européennes ne font pas. Ils se contentent de larmoyer un peu sur les considérations de politique intérieure turque, sur la manière dont les partis d'opposition sont traités en Turquie. Tout ça n'est sans doute pas faux, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'intérêt des nations européennes face à la Turquie. La Turquie se comporte comme un adversaire, il n'est pas question de continuer à traiter la Turquie comme un partenaire ou un partenaire potentiel. Alors vous parliez de crise migratoire justement il y a quelques instants. Il y a quelques semaines, 8000 migrants sont arrivés à Ceuta, une enclave espagnole au nord du Maroc. Une majorité de ces migrants a été expulsés au Maroc. Vous avez déclaré que l'Union européenne et le gouvernement socialiste espagnol sont incapables de protéger les frontières extérieures. Mais vous y voyez aussi un chantage migratoire de la part du Maroc. Comment est-ce que vous expliquez que le Maroc rentre aussi dans ce bras de fer? Oui, c'est assez dommage, mais ce n'est pas étonnant parce qu'en réalité, le Maroc n'a pas accepté, et ça on peut le comprendre, que le gouvernement socialiste espagnol accueille l'une des figures du Front Polisario, qui est une organisation terroriste soutenue par l'Algérie, qui remet en cause l'intégrité territoriale marocaine sur le Sahara occidental. Et donc, évidemment, le fait que l'Espagne accueille une personnalité du Front Polisario a énervé les Marocains. Et comme ils voient l'exemple d'Erdogan qui fait du chantage migratoire et ça marche, eh bien, ils ont essayé d'en faire autant sur cette enclave de Ceuta, qui, il faut bien l'expliquer, est en réalité une enclave espagnole sur le continent africain, c'est-à-dire sur le territoire marocain en quelque sorte, de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Donc c'était assez aisé de faire du chantage migratoire et d'envoyer des migrants sur Ceuta, mais là encore, l'Union européenne se révèle totalement défaillante parce qu'il n'y a aucune réaction de fermeté. Il faut être capable de protéger les frontières extérieures et il faut sortir de la logique de la libre circulation totale, qui aboutit non seulement à avoir nos frontières extérieures insuffisamment protégées, mais à avoir ça, c'est les solutions que vous proposez. Voilà, mais à avoir de surcroît aujourd'hui une libre circulation totale à l'intérieur du continent européen à cause de Schengen, qui fait que celui qui
qui parvient à entrer n'importe où sur le sol européen, que ce soit par l'Espagne, que ce soit par l'Italie, que ce soit par la Grèce ou par la route des Balkans, et bien ensuite il peut s'égayer dans la nature, circuler librement, avec souvent la certitude d'être tôt ou tard régularisé, de ne jamais être inquiété, de ne jamais être expulsé. Vous pensez que le traité de Schengen devrait être remodelé ou en tout cas rediscuté? Oui, bien sûr. Les accords de Schengen, ils ont été mis en œuvre en 1996. Aujourd'hui, on voit bien que cette libre circulation des hommes, qui est une des séduisantes, eh bien, ça aboutit à la libre circulation des clandestins, à la libre circulation parfois des terroristes, à la libre circulation aussi des armes et des trafics divers. Et donc, il faut rétablir des contrôles aux frontières. Ça ne veut pas dire qu'elles sont systématiquement fermées, bien sûr. Il faut permettre le déplacement des gens pour des considérations familiales, professionnelles, touristiques. Mais il faut être capable d'établir des contrôles aux frontières et surtout, par-dessus tout, protéger les frontières extérieures. Alors un mot justement sur les frontières extérieures, on va parler de l'agence européenne Frontex, agence garde de frontières et garde-côtes qui a été créée en 2004. Ses moyens et ses missions ont été renforcés récemment justement face à la crise migratoire dont on parle. Lors d'une réunion du groupe de travail Frontex, vous évoquiez le fait que des migrants adultes se font passer régulièrement pour des migrants mineurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça? Il y a plusieurs choses. D'abord, Frontex a une mission, c'est protéger les frontières extérieures en soutien aux États membres, c'est-à-dire en soutien aux gardes-côtes et aux gardes-frontières des États membres. Aujourd'hui, il y a une petite offensive, une petite cabale contre Frontex, parce que Frontex va être doté de plus d'agents pour être plus efficace dans sa mission. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, bien souvent malheureusement, Frontex ne fait qu'accompagner des flux migratoires vers le continent européen et sécurise en quelque sorte la traversée de ceux qui pourtant arrivent illégalement sur le sol européen. Donc il faut évidemment sortir de ce modèle. Le directeur actuel de Frontex, qui est un Français qui s'appelle Fabrice Leggeri, a l'ambition de faire de Frontex un vrai corps de garde-côtes et de garde-frontières européens pour protéger les frontières extérieures. Et là, il fait l'objet d'une offensive de la part des ONG pro-migrants, de la part de la gauche européenne, qui l'accuse de tous les maux simplement parce qu'il veut exercer la mission qui lui a été d'ailleurs dévolue de manière très officielle par le Parlement, par le Conseil et même par la Commission. Donc évidemment, il faut renforcer Frontex. Il faut renforcer de manière générale le contrôle de nos frontières extérieures. S'agissant des migrants mineurs, on nous parle toujours de mineurs isolés. On sait que beaucoup de ceux qui se prétendent mineurs ne le sont pas. Ils sont souvent majeurs, parfois depuis plusieurs années. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, il faut pratiquer des tests osseux ou des tests dentaires. C'est assez aisé. On peut l'imposer, ça? Ça ne pose pas de difficulté, bien sûr. Il faut le prévoir dans la législation. Ça ne pose aucune difficulté. Ça n'est pas attentatoire à la dignité de qui que ce soit. Et ça permettrait justement aussi de protéger ceux qui sont réellement des mineurs. Parce qu'il est évident que quand on a beaucoup de ces mineurs qui en réalité sont des majeurs, ça aboutit en pratique à ce que des vrais mineurs se retrouvent au milieu, dans des centres de rétention, notamment au milieu d'adultes. Donc c'est évidemment aussi dans un but de protection des mineurs. Et puis disons les choses clairement, c'est pas parce que quelqu'un est mineur et qu'il entre sur le sol européen qu'il a vocation à y rester. Il a vocation à ce qu'on applique le regroupement familial. Donc il a vocation à retrouver ses parents pour ne pas séparer une famille et pas séparer les enfants des parents et être renvoyé dans leur pays d'origine ou vers le pays duquel ils arrivent. Très bien. Merci beaucoup Nicolas B d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes député européen et vice-président du groupe Identité et Démocratie. Zone Europe sur Sensation. Une invitation au voyage à présent, un voyage dans l'assiette. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le fish and chips, un plat typiquement britannique, la recette avec Quentin du restaurant Poppies à Rouen en Seine-Maritime. Zone Europe Voyage. Alors bonjour, je m'appelle Quentin. Avec mon associé Léonie, on a fondé Poppies il y a 4 ans. Donc on propose la recette traditionnelle de fish and chips qui vient tout simplement des migrants portugais et espagnols qui, lorsqu'ils se sont fait chasser de la péninsule, ont en partie migré en Angleterre et ont apporté beaucoup de recettes à base de friture, dont le fish and chips. Donc nous, pour cela, on s'est formé, on allait en Angleterre pour se former, pour vraiment apprendre la recette traditionnelle. Alors bien sûr, pour cuisiner un fish and chips, il faut une bonne pâte. En Angleterre, on dit une batter. Et la batter, elle se compose essentiellement soit de bière, soit d'eau gazeuse et la farine qu'on mélange jusqu'à avoir une texture onctueuse. Alors ensuite, il faut du poisson frais, bien évidemment, du citron, des pommes de terre pour faire les frites
et une pincée de sel au-dessus du fish and chips. Et après, les puristes diront qu'il faut prendre du vinaigre de Malte, qui est un vinaigre particulier qui rajoute une saveur vraiment exquise au poisson. Et ensuite, un fish and chips, ça s'accompagne d'une sauce tartare maison bien sûr. Donc pour cela, il faut faire une mayonnaise maison. Et les éléments ensuite pour composer la tartare, il faut des échalotes, il faut des capres, cornichons, persil, ciboulette et estragon. Et là, vous aurez une sauce tartare excellente. Alors, bienvenue en cuisine. Alors, il fait un peu chaud avec les friteuses. Hop. Alors, l'élément de base, bien sûr, c'est de la farine. Et ensuite, de l'eau. Hop. Hop. Alors, je verse l'eau doucement dans le bol. Alors nous on le fait avec le batteur, finalement on peut aussi le faire à la main. Alors je verse tout doucement la farine. Hop. Hop. Et vraiment ouais, la pâte est vraiment très simple à faire, c'est vraiment deux éléments. Soit de la bière et de l'eau, soit de la bière et de la farine, pardon. Ou soit de l'eau pétillante et de la farine. Une fois que la pâte ou la batteur, comme ils disent en Angleterre finalement, est épaisse mais pas trop, ça veut dire que la pâte est prête à être frite finalement. On va attendre encore, hop, on va accélérer davantage. Et là, on est tout bon, il y a la bonne texture, pas trop épaisse, mais suffisamment pour que la batteur adhère au poisson. Donc là, tout simplement, je dispose la pâte ici. Je vérifie que la friteuse est bien à température. Hop. Donc à 180 degrés de préférence. Et là, le poisson il est ici. Donc c'est de l'arrivage de ce matin. Aujourd'hui ça va être du filet de merlu. On peut aussi très bien utiliser du filet de cabillaud ou un autre filet, ça peut être du lieu jaune. Ou encore même du dos si on veut. Hop. Donc l'objectif c'est de tailler une belle pièce. Nous on fait à peu près des filets de 140 grammes. Hop. Hop. Voici. Hop. On va disposer un tout petit peu de sel dessus. Et c'est tout. L'idée c'est de le badigeonner de farine pour que la pâte adhère au poisson. Hop. Donc voilà, on retourne bien le poisson pour qu'il y en ait partout. On tapote un peu pour pas qu'il y ait un excès de farine. Et tout simplement, on va tremper le poisson dans la pâte, dans la panure. Hop. Voici, on laisse écouler légèrement. Et hop, on peut verser tranquillement dans la friteuse. Et voilà, la magie opère. Donc voilà, l'idée c'est d'attendre 6 minutes. On va pouvoir faire cuire les frites en même temps. Alors voilà, une fois que la panure commence à être dorée, les frites également, on va pouvoir sortir et dresser une assiette. Je dispose de jus de citron. Hop. Tac. Et là, voici un fish and chips à l'anglaise. Hop. Et voilà. Prêt à être dégusté. Alors voilà, le fish and chips c'est en assiette et maintenant vous allez m'accompagner pour faire la tartare. Alors pour faire la tartare, on a besoin des œufs premièrement. Hop. On va les blanchir dans le robot. Hop.
Une fois que les œufs sont blanchis, on va pouvoir ajouter le jus de citron. Hop. Ensuite, on va pouvoir rajouter la moutarde. Alors ensuite, vous versez de l'huile. Vous continuez de verser de l'huile jusqu'à ce que la mayonnaise soit ferme. Et voilà, c'est parfait. Hop. Alors du coup, je vais couper un peu de persil. Hop. Donc on peut le hacher grossièrement. Hop. On le met directement sur la mayonnaise. La ciboulette, pareil. Ensuite, on met les échalotes. Hop, on va rajouter les cornichons. Donc je coupe grossièrement parce que c'est la machine qui va mixer et faire des morceaux un peu plus fins. Les capres, je les verse directement dedans. Ensuite, je mets l'estragon, le sel et poivre. Hop. On va finir par mélanger le tout. Hop. Une fois que le mélange est homogène, on va pouvoir arrêter la machine. Hop. On va prendre la sauce tartare, qui est la sauce indispensable pour accompagner le fish, comme les frites. Hop, voici. Et c'est prêt à être servi. Bon appétit! Les expressions populaires pleuvoir en abondance, les Français disent pleuvoir comme vache qui pisse. Pour les Grecs, il pleut des pieds de chaise, que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit « Es regnet Katzen und Hunde », ce qui signifie « il pleut des chats et des chiens ». En Italie, on dit « piovere a catinelle », cela signifie « pleuvoir à cuvette ». Au Royaume-Uni, on dit « It's raining cats and dogs », ce qui veut dire « il pleut des chats et des chiens ». Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.